Eh bien, bienvenue à tous dans cette masterclass consacrée à passer de l'intention à l'action, accélérer la transition écologique de votre entreprise grâce au nudge. Cette masterclass vous est proposée par BPI France Université, dont la vocation est de développer les compétences des dirigeants de PME et ETI par des formations en présentiel et digital. Donc cette masterclass sera animée par Simon Vescovi, qui est psychologue social spécialiste en sciences comportementales et consultant au sein du cabinet NF Études. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Effectivement, l'idée de cette masterclass, c'est voilà, de vous partager un peu quelques éléments sur les sciences comportementales, qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir et comment on peut les utiliser dans le cadre de la transition écologique, appliquée au monde de l'entreprise et à tout un tas d'autres univers. Donc on va balayer pour commencer un petit peu qu'est-ce que c'est les sciences comportementales, vraiment là en termes d'approche. Donc pour illustrer un petit peu le principe des sciences comportementales, cette première image qui voilà, illustre assez bien la différence qu'il peut y avoir à un moment donné entre une certaine intention, une certaine volonté qu'on peut avoir, en l'occurrence être prêt à payer relativement cher pour se rendre dans une salle de sport et avoir une activité physique, et en même temps du coup emprunter les escalators plutôt que quelques marches d'escalier pour faire de l'activité physique. On est tous confrontés au quotidien à ce type de situation, hein, que ce soit quand on prend le métro, quand on se rend dans différents lieux. Et donc on va voir aussi qu'est-ce qui pourrait aider à transformer ces comportements. Un autre exemple pour illustrer ça, qui est un petit peu à l'origine de ce qu'aujourd'hui on appelle les nudges. Donc c'était à l'aéroport d'Amsterdam, où ils avaient une problématique assez importante, c'est que dans les urinoirs masculins, les hommes urinaient et éclaboussaient un petit peu partout. Ils ont tenté tout un tas de choses, ils ont mis de l'information, ils ont mis de la signalétique, ils ont essayé l'humour en disant aux gens ne vous surestimez pas, rapprochez-vous, etc. Rien n'y faisait, ça marchait pas. Les gens continuaient à ne pas faire attention, continuaient du coup à salir, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, notamment en termes d'entretien et de coûts d'entretien. Un dernier exemple pour illustrer et pour voilà, un petit peu commencer cette masterclass, c'est par exemple la traversée, où aujourd'hui on sait qu'un certain nombre de personnes traversent un petit peu n'importe où les voies pour gagner quelques secondes parfois, parce qu'on veut pas attendre que le feu piéton passe vert, et du coup on est prêt presque à mettre notre vie en danger. Simplement pour ne pas attendre 5 ou 10 secondes de plus. Donc tout ça, c'est vraiment des problématiques qu'on va rencontrer au quotidien, qui illustrent vraiment cet effet qui est que on a tout un tas de bonnes volontés vous pouvez même vous projeter vous-même dans votre vie quotidienne, hein. Le 31 décembre, vous prenez tout un tas de bonnes résolutions. On estime qu'aux alentours du 18 janvier, plus de 50% de ces résolutions sont totalement passées à la trappe, et on est passé à autre chose. Et les sciences comportementales, l'idée c'est comment on aide aussi à du coup réduire le fossé entre cette intention et le passage à l'action. Et donc pour revenir sur les exemples que je vous ai montrés juste avant, en l'occurrence la question des escaliers et des escalators pour un petit peu d'activité physique, c'est une expérimentation qui a été menée à Lyon, dans le métro lyonnais, où il y avait cette problématique des personnes qui empruntent l'escalator à la sortie du métro, dans un quartier un petit peu défavorisé, où il y a des enjeux de santé publique et d'activité physique. Et l'idée c'était de dire voilà, comment on peut permettre aussi de se rendre compte que l'activité physique peut se faire au quotidien, simplement parfois en sortant du métro et en prenant quelques marches. Et donc ce qui a été fait ici, c'est en fait on est dans une situation où les personnes n'ont pas réellement le choix. C'est-à-dire qu'on se dit au lieu de prendre l'escalator, elles ont qu'à choisir de prendre l'escalier. Mais en fait, il faut se projeter, il faut se dire qu'on a un escalator qui bouge, qui est allumé, qui est nettoyé, voire même qui se nettoie tout seul, sur lequel il y a plein de monde, et à côté on a un escalier un peu sale, sombre, sur lequel il n'y a personne. Ça donne pas vraiment envie. Et en fait on sait que dans ces situations-là, en fait il n'y a pas de choix.
automatiquement l'environnement nous emmène et nous guide vraiment à prendre directement l'escalator. Donc ce qui a été fait ici, c'est de renverser justement cette architecture de choix et ce choix en disant on va prendre toutes les caractéristiques qui font que les gens empruntent l'escalator et on va les mettre dans l'escalier. Donc on va le rendre visible, on va le rendre plus joli, on va le rendre attractif, on va mettre des messages motivants, etc. Et ce type d'intervention a permis d'augmenter assez considérablement la fréquentation de l'escalier. Alors on partait évidemment d'assez loin, hein, vous doutez, mais voilà, simplement pour illustrer comment en transformant à un moment donné et en prenant certaines caractéristiques de l'environnement, on peut inciter à un comportement. C'est la même chose qui a été fait dans une autre station du métro lyonnaise, mais avec d'autres leviers qui ont pu être activés, où justement il y avait à nouveau cette problématique. C'est à la station de Pardieu, donc il y a énormément de gens qui attendent à l'escalator. Il y a parfois une file d'attente, donc les gens sont prêts à attendre pour emprunter l'escalator, alors qu'à côté on a cet escalier vide que personne n'utilisait. Et donc là, l'idée c'était vraiment de jouer sur le guidage et en fait d'amener même en amont, à permettre aux personnes d'anticiper qu'il existe une alternative à l'escalator et de les guider jusqu'à cet escalier avec à nouveau un peu une mise en visibilité de l'escalier, des messages motivants, etc. Et puis quand on arrivait en haut de l'escalier, on faisait face à des trompe-l'œil qui nous donnaient l'impression d'être un peu en hauteur, etc. qui valorisaient aussi ce comportement. Et à nouveau, ça a permis d'augmenter assez considérablement la fréquentation de l'escalier. Et d'autant plus, ce qui est intéressant avec cette intervention, c'est que ça l'augmente même dans le temps. Donc plus le temps passe et plus les gens empruntent cet escalier. Pour revenir à notre urinoir où les hommes éclaboussaient de partout, ce qui a été trouvé, et ça c'est vraiment la première action qui a permis un petit peu au mot nudge et à toutes ces approches de se diffuser. Comme je le disais, toutes les informations n'ont pas fonctionné, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collé une mouche, un sticker, c'est simplement une petite mouche au fond de l'urinoir, et d'un seul coup, ça a fonctionné, parce que en tant qu'humain, en tant qu'homme, quand on est face à cet urinoir et qu'on voit une petite tache au fond qui est une mouche, et automatiquement en fait on va se mettre à viser cette mouche. Donc ils avaient calculé le positionnement pour que ça fasse le moins d'éclaboussures possible, etc. Et c'est cette petite intervention qui paraît aujourd'hui avec du recul pleine simplement de bon sens, en fait elle a permis quand même de réduire vraiment considérablement les frais de nettoyage, de quasiment de 80% les frais de nettoyage. Et pour revenir au dernier exemple, sur la traversée du coup des voies, cet exemple et cette illustration qui a été faite où on se dit qu'est-ce qui fait que les gens n'attendent pas, il y a tout un tas de raisons qui vont pousser les gens à ne pas attendre, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a une des raisons, c'est aussi justement cet ennui, cette sensation de perdre du temps. Donc l'idée là, c'est de rendre un petit peu ludique cette attente, c'est de mettre en scène cette attente. Donc ils ont enregistré des gens en train de danser, en train de faire des petites danses un peu rigolotes, etc. Et au lieu d'avoir un bonhomme rouge statique qui indique qu'il faut attendre, on s'est retrouvé à avoir des bonhommes qui dansaient sur le feu tricolore. Et pareil, du coup, ça a vraiment permis d'inciter les gens à attendre parce qu'ils étaient intrigués, parce qu'ils trouvaient ça drôle et que du coup, ils avaient vraiment cette sensation que le temps passait plus rapidement. Donc, tous ces exemples, c'est en partie basé sur ce qu'aujourd'hui on appelle les systèmes de pensée. En gros, il y a deux systèmes de pensée. Il y a un premier système qui est un système relativement automatique. Donc c'est celui que je vous ai illustré par exemple avec cette mouche dans l'urinoir. C'est-à-dire c'est ce système qui fait que on ne prend pas réellement la décision. On prend des signes dans l'environnement, on prend un certain nombre d'informations de façon assez inconsciente et du coup on va mettre en œuvre un comportement. Mais si vous demandez aux personnes pourquoi elles ont mis en œuvre ce comportement, c'est quelque chose qui est assez difficile à verbaliser. Et en face de ça, on a ce qu'on appelle le système 2, qui est du coup plutôt un système réfléchi, qui est un système où, si on caricature un peu, c'est je vais prendre toutes les informations qui sont disponibles, je vais poser le pour et le contre, et je vais prendre une décision de façon totalement rationnelle, en étant sûr que c'est la bonne décision, celle qui a le plus de bénéfices, etc.
On appelle ça système 1 et système 2 parce qu'en fait, le système 1 est celui qui vient en priorité. Et c'est tout à fait normal, c'est avant tout adaptatif. Imaginez si à chaque fois que vous preniez une décision, il fallait poser le pour et le contre, réfléchir à comment le faire. À chaque fois que vous ouvrez une porte, il fallait se dire je m'approche de la porte, je mets ma main sur la poignée, je baisse la poignée, etc. Bref, on s'en sortirait pas. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui où on est dans un monde où on est bombardé d'encore plus d'informations et ça continue et on n'a jamais été autant confronté à de l'information. Donc ce système 1 a vraiment une capacité et une orientation adaptative et c'est ce qui nous permet aussi, c'est ce qui permet en tout cas au cerveau de se reposer et de nous permettre de traiter d'autres choses par ailleurs et de prendre un certain nombre de décisions de façon vraiment automatique. Mais les sciences comportementales et les nudges ne se résument pas à jouer sur un système automatique, hein. On est bien sur les deux volets, c'est-à-dire que parfois l'idée ça va être d'inciter un comportement de manière automatique. D'autres fois, ça va être plutôt de jouer justement sur système réfléchi en alertant les gens, en leur disant attendez, avant de continuer, prenez de l'information, prenez une décision. N'agissez pas de manière un peu automatique et un peu robotique parce que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est dans ces cas-là où vous allez descendre par exemple d'un train, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous voyez tout un tas de gens qui partent dans un sens, vous vous dites bah très bien, vu que tout le monde va là-bas, je pense que ça doit être la direction donc j'y vais, alors qu'en fait ça se trouve vous allez vous retrouver à l'opposé de la direction que vous voulez suivre. Donc parfois il s'agit vraiment d'alerter les gens là-dessus et de leur donner de l'information et de leur donner les ressources nécessaires pour pouvoir traiter ces informations et du coup prendre une décision en toute conscience. Et les sciences comportementales, du coup, c'est vraiment un ensemble de disciplines. C'est pas une discipline en tant que telle en France. Il n'y a pas de formation en sciences comportementales, mais c'est plutôt un croisement des neurosciences, de l'économie comportementale, de la psychologie sociale, des sciences cognitives et même plus largement des sciences humaines. Et l'idée, c'est vraiment de se nourrir de tout ça, de se nourrir de ce que chacun comprend du fonctionnement humain, du fonctionnement du cerveau, des biais cognitifs, etc., pour imaginer de nouvelles formes d'intervention, pour jouer avec ces biais et pour du coup inciter et orienter les comportements dans la direction qui nous paraît être la plus bénéfique pour l'individu ou pour la société d'une façon générale. Donc pour illustrer ce que je vous dis sur les biais cognitifs, quelques exemples de biais assez connus et les plus répandus. Il y a d'abord cette idée qu'on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans le présent que ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire que si je vous dis je vous donne 10 € aujourd'hui ou 100 € dans un an, n'importe quel économiste et n'importe quelle personne assez rationnelle vous dirait attendez un an et prenez les 100 €. En fait, on sait que dans la plupart des cas, les gens vont préférer les 10 € parce qu'ils sont là tout de suite. Et sur la question de la transition écologique, c'est particulièrement vrai et c'est particulièrement important. On va demander à des gens d'avoir des comportements qui sont relativement coûteux pour eux dans l'immédiat, qui leur demandent un certain nombre de changements d'habitude, pour des bénéfices qui sont potentiellement très lointains, voire même très abstraits pour eux et qu'il est difficile de conscientiser et dont il est difficile de se rendre compte. Un autre exemple, on est beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sensible à l'idée de perdre quelque chose, et parfois même quelque chose qu'on n'a pas tout à fait en fait. Vous pouvez donner le sentiment aux gens qu'ils ont quelque chose, et que s'ils ne réalisent pas une action, ils risquent de perdre ce qu'on leur a donné. Et ça, c'est vraiment un effet très fort. Pour continuer dans les exemples, on est beaucoup plus l'humain en tout cas est relativement paresseux, donc on apprécie que les choix soient pris à notre place. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie l'option par défaut. C'est quelque chose que vous connaissez tous, que vous avez tous vécu. Il y a des exemples, le don d'organes, la taxe de l'audiovisuel par exemple sur vos déclarations d'impôts, où avant il fallait cocher qu'on avait une télé, maintenant il faut cocher qu'on n'a pas de télé. Donc c'est vraiment cette idée de l'option par défaut et on a tendance à suivre ces options par défaut. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut tout à fait jouer. Pour continuer, il y a ce fait qu'on a tendance à plutôt s'investir dans des comportements qui nous paraissent agréables versus des comportements qui nous paraîtraient importants. C'est l'exemple que vous avez là d'un escalier piano où c'est pas tellement la question de l'activité physique qui va inciter les gens à prendre l'escalier, mais c'est davantage le fait qu'on va marcher, ça va faire de la musique, du coup c'est sympa, c'est agréable, donc ça me donne envie de y aller.
Et le dernier un peu biais, ou en tout cas voilà, exemple de cette irrationalité, c'est le fait, et c'est un peu ce que je commençais à évoquer, c'est le fait qu'on est beaucoup plus sensible à ce que font les autres que quand on est tout seul. C'est comme ça par exemple que dans les hôtels, ils ont incité la majorité des gens à ne pas laver leurs serviettes tous les jours, simplement en disant 75% des gens qui sont dans cette chambre ne lavent pas leurs serviettes tous les jours. Donc c'est vraiment l'effet du groupe, l'effet de la norme sur les comportements, et c'est un des leviers les plus puissants. On est extrêmement sensible à ce que font les gens, et c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, hein. C'est quelque chose où on peut dire de plus en plus de personnes font ça, tant de personnes réalisent ce comportement, et ça aura vraiment un levier incitatif. Donc voilà, après avoir vu un petit peu comment se construit cette approche, de quoi elle est conçue, l'idée c'est de vous présenter quelques exemples un petit peu justement de nudge en faveur de la transition écologique. Donc pour commencer, un nudge qui a été testé sur le réseau transilien dans les gares RER de Paris, qui avait vocation à améliorer le tri des déchets. Donc l'exemple que vous avez là sur la photo de gauche, c'est cette idée qu'on est venu rapprocher un petit peu les conséquences, on est venu donner du sens au geste, simplement en évoquant la nature, en mettant, voilà, quand vous jetez vos déchets, ça a un impact direct sur la nature, donc simplement en mettant un visuel d'un arbre derrière une poubelle. L'autre exemple, et c'est un exemple que peut-être vous avez déjà croisé dans certaines villes, ça a été déployé depuis assez largement, la question d'une marelle qui est posée au sol pour ludifier, rendre un petit peu ludique le geste de jeter, avec tout un système où voilà, on va alerter les gens sur le fait qu'il faut trier leurs déchets, et puis derrière on va rendre ça un petit peu plus ludique. Et ça, c'est des actions qui augmentent à la fois, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente à la fois la qualité du tri, mais aussi la quantité du tri, simplement avec des dispositifs relativement simples et relativement peu coûteux à mettre en place et à déployer de façon assez large. Un autre exemple, peut-être que c'est un exemple que vous connaissez, c'est quelque chose qui a été, qui a été énormément diffusé dans les médias, c'est ces cendriers, alors ce qu'on appelle cendrier nudge. Donc ça, c'est le tout premier qui a été fait, où on demande de voter entre le meilleur joueur du monde, entre Ronaldo et Messi. Là, ce qui a été travaillé dans ce cadre-là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'architecture de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les fumeurs, l'option qu'ils ont, c'est jeter mon mégot par terre ou jeter mon mégot dans le cendrier. Et ce que vient faire ce cendrier, c'est qu'il vient transformer cette architecture de choix, c'est-à-dire que la question, c'est plus je le jette par terre ou je le mets dans le cendrier, c'est je le mets à droite ou à gauche. Donc d'un seul coup, on fait apparaître de nouveaux choix, on fait apparaître une nouvelle option dans l'environnement qui vient vraiment transformer les options que les personnes vont voir à un moment donné, et du coup transformer les comportements de ces personnes. À nouveau, ça c'est quelque chose qui depuis a été déployé assez largement dans tout un tas de villes, etc. Le premier, celui que vous voyez là, qui a été déployé par la ville de Londres. Un autre exemple sur un peu plus large sur des comportements éco-responsables, à la fois la question par exemple du lavage des mains, la question de l'utilisation de gobelets à usage unique, etc. où à nouveau, avec des dispositifs vraiment assez simples, on peut inciter des comportements qui aujourd'hui paraissent complexes ou alors on a l'impression de ne pas forcément avoir de solution. Donc par exemple avec la question du lavage des mains, ça peut être simplement de dire voilà, on va mettre le distributeur de savon, quand on appuie dessus, ça va donc déjà on va le rendre visible, et puis quand on appuie dessus, ça émet une petite musique un peu drôle, et ce qui joue en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie dessus, il y a une musique différente qui va jouer. Donc il y a un côté aléatoire, il y a un côté récompense dans le fait d'utiliser ce dispositif. C'est aussi l'exemple que vous avez sur la chasse d'eau par exemple, où en fait on s'est rendu compte que beaucoup de personnes vont utiliser la chasse d'eau la plus grosse alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et une façon assez simple de transformer ça et de faire utiliser le bon dimensionnement d'eau, simplement quand on tire la chasse d'eau, c'est en fait de rajouter une troisième option au milieu. Qu'est-ce que ça a comme impact? En fait, ça a comme impact que du coup, les deux solutions, en tout cas les deux offres aux extrêmes, paraissent du coup plus extrêmes, et celle du milieu nous paraît être en fait du coup la bonne, parce qu'elle est un peu au milieu, donc elle doit être entre deux, donc du coup elle doit suffire. Ça, c'est quelque chose qui a été, c'est un type d'action qui est déployé sur tout un tas de choses. Je suis sûr que vous pouvez connaître quand vous prenez un abonnement, quand vous allez sur certains sites de e-commerce où on vous met 3 options, et en fait celle du milieu, elle prend un peu de la meilleure option et de la plus chère, un peu de la moins chère, mais elle est entre les deux. Et ça, on sait vraiment que ça incite
aussi du coup à choisir l'option du milieu. Et puis voilà, vous avez aussi ce qui est sur les gobelets qui est plutôt dans cette idée de dire on va rendre un peu visibles les conséquences, on va à nouveau rapprocher ces conséquences avec par exemple le visuel, ce visuel de la tortue, ou qui dit bah voilà, quand vous jetez votre gobelet, attention, pensez-y, en fait ça peut finir dans la mer, ça peut avoir un certain impact, quand vous utilisez de l'eau, attention, ça peut utiliser beaucoup d'eau, etc. À nouveau un petit peu dans la même orientation, sur des gestes assez simples, en l'occurrence cette idée d'éteindre par exemple les lumières quand on sort d'une pièce. On peut de façon assez simple rendre visibles les conséquences, rapprocher un petit peu le geste des conséquences qu'il produit. Donc c'est par exemple ce que vous avez sur cette image, où on va avoir du coup les usines, et où on se dit bah, d'accord, à chaque fois que je vais appuyer, il y a de l'énergie qui va être produite pour activer cette lumière, etc. Donc c'est vraiment rapprocher le geste de ses conséquences et du sens que peut avoir ce geste, qui paraît pourtant anodin et qu'on a tous les jours de façon assez automatique, sans trop se poser de questions. Donc là on est vraiment sur des exemples assez simples qui relèvent de petits dispositifs, un petit marquage au sol, un petit visuel autour d'un interrupteur, etc. Mais on peut aussi aller vers des choses un petit peu plus complexes, qui jouent sur des leviers un petit peu plus psychologiques. C'est par exemple ce qui est en train de mener le WWF sur l'utilisation des gourdes en plastique, des gourdes réutilisables, pour essayer de limiter l'usage de bouteilles en plastique lors de la pratique sportive, alors amateur, essentiellement amateur, mais éventuellement pourquoi pas professionnel, où l'idée c'est de jouer vraiment sur l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on sait que les comportements éco-responsables sont aussi plus présents, sont plus faciles à mettre en œuvre si on a l'état d'esprit adéquat à ces gestes. Donc, comme je vous ai présenté juste avant ce qui avait pu être mené par Transilien, avec cet arbre par exemple derrière la poubelle, là c'est pareil. L'idée c'est vraiment de se dire on va mettre en avant la nature, on va évoquer la nature, et on va du coup permettre aux gens de se rendre compte qu'effectivement il y a de la nature, etc. Et ça les met dans une certaine disposition qui est une disposition favorable à avoir des gestes éco-responsables, et puis derrière du coup avoir tout un tas de dispositifs qui va venir accompagner ces gestes. C'est-à-dire dans un premier temps on les met dans le bon état d'esprit, et puis pour continuer on va leur donner presque les solutions pour réaliser les bons gestes. Donc en l'occurrence rendre plus visibles les points d'eau, guider jusqu'à ces points d'eau, rappeler ici ou là par des petites touches cette évocation de nature, et cette évocation de nature en plus qui est un petit peu abstraite, parce qu'on sait que les questions écologiques sont des questions à long terme, sont des questions plutôt abstraites, et que la nature, de façon abstraite, aide à se projeter dans le futur, aide à penser davantage aux autres, à voir un peu plus large que simplement aujourd'hui, moi, maintenant, dans ce contexte-là, mais plutôt dire nous, les autres, dans le futur, de façon assez abstraite. Et ça, j'y reviendrai un tout petit peu à la fin, parce que c'est vraiment un des éléments centraux dans les questions de transition écologique et de changement climatique. C'est cette projection qu'on peut avoir à un moment donné dans le futur, et cette façon qu'on a de visualiser et de se représenter les conséquences du changement climatique. Mais avant ça, je voulais vous partager un dernier exemple, à nouveau un exemple qui va un petit peu plus loin que ce que j'ai pu vous présenter précédemment, qui est mené par les agences de l'eau, et c'est cette idée de dire ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire suffisamment de projets de désimperméabilisation des sols, et on sait aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose, c'est une question assez centrale et assez cruciale. Il y a vraiment ce besoin d'arrêter de mettre du béton partout, etc., de permettre à l'eau de s'infiltrer et tout ça. Et la principale problématique à laquelle ils sont confrontés, c'est qu'ils ont du mal à convaincre. Ils ont du mal à convaincre les élus, ils ont du mal à convaincre des promoteurs immobiliers, etc. Et dans les sciences comportementales et en psychologie sociale, on a un certain nombre de modèles, on a un certain nombre d'approches qui permettent de dire très bien, on va adapter la communication, on va adapter les arguments, on va adapter ce qu'on dit à la personne qu'on a en face de nous. Et pour faire ça, en fait, on peut constituer des outils assez simples qui permettent en quelques questions, parfois 3, 4 questions, de, entre guillemets, profiler la personne, de pouvoir se dire, d'accord, la personne, elle en est à tel moment de son changement. Ce que je veux dire par là, c'est quand on parle de changement, il y a les gens qui se posent même pas la question, pourquoi je changerais ? Enfin, je me suis jamais posé la question. Il pourrait y avoir des gens qui se disent,
c'est vrai que j'aimerais bien changer, mais bon, je verrai ça plus tard. Et au contraire, il y en a qui vont se dire oui, moi j'ai envie de changer, je suis prêt à y aller, donnez-moi le petit coup de pouce. Et puis il y a ceux qui ont déjà changé. Et on sait aujourd'hui que parler de la même façon à ces différents publics, c'est pas simplement que ça n'aura pas d'effet, c'est que ça peut avoir des effets contre-productifs. Donc il est vraiment important aussi de connaître le public auquel on s'adresse et d'identifier les bons arguments à pousser vers ce public et de réussir du coup à comprendre où se situe notre interlocuteur pour pouvoir adapter ces arguments. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un peu quelques exemples, illustrer un petit peu comment les sciences comportementales peuvent aussi se concrétiser en dispositif, en action vraiment qu'on déploie, qu'on mesure, etc. Et comment vraiment du coup on passe de choses un peu théoriques, un peu abstraites, qui sont connues depuis très longtemps, hein, mais qui sont dans des livres de chercheurs, dans des universités, etc., à des actions concrètes de terrain. Et du coup, pour finir, je voudrais juste faire un petit tour de où en sont les sciences comportementales aujourd'hui, quelle place elles ont et comment elles sont utilisées. Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir quand même et ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui c'est une approche qui vraiment a été reconnue et est reconnue. Il y a un certain nombre de personnes, et le plus connu qui est Richard Thaler, qui a eu un prix Nobel à ce sujet, un prix Nobel d'économie dans son livre sur les nudges, donc qui a vraiment posé ce concept de nudge. Et puis depuis il y en a tout un tas qui ont suivi et qui même a été intégré au sein de gouvernements, de gouvernements où ils vont conseiller vraiment les politiques publiques, etc. Donc on est vraiment sur une approche assez récente, mais qui est de plus en plus reconnue et de plus en plus diffuse. Et pour voir ça, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'acteurs qui se lancent et qui s'approprient ces méthodologies, autant des acteurs publics que des acteurs privés et des ONG, voire des gouvernements. En France, on a par exemple, et vous en avez peut-être entendu parler, la direction interministérielle de la transformation publique, qui est vraiment l'équipe sciences comportementales du gouvernement et qui aide à mettre en place un certain nombre de choses et qui justement s'appuie sur les sciences comportementales pour conseiller, pour communiquer, pour mettre en place des actions qui vont dans le sens qui vont vraiment dans le sens des citoyens. C'est un peu là-dessus qu'on va bientôt conclure, mais toutes ces approches, du coup, comme elles se diffusent et qu'elles posent un certain nombre de questions, il y a eu besoin à un moment donné de poser un certain cadre éthique pour pouvoir dire ok, vous incitez des comportements, parfois de manière un petit peu, pas du tout transparente, hein, ça s'apparente presque parfois à de la manipulation, et l'actualité, ces temps-ci, il y a beaucoup d'articles qui sortent à ce sujet-là, avec des remises en cause de tout ça, et donc il y a un cadre éthique qui a été élaboré en France. Donc c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le cadre APT, c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire qu'il faut que ces démarches, l'objectif de ces démarches ce soit vraiment la préservation, voire le renforcement de l'autonomie des citoyens, des usagers, des salariés, etc. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste les inciter à avoir un comportement, il faut en plus leur permettre de le conscientiser, il faut les sensibiliser, il faut leur faire comprendre pourquoi ce comportement est important. Ce qui fait, et ça fait le lien avec le deuxième volet, qui est le volet de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir être transparent sur quels sont les biais qui entrent en jeu, et du coup quels sont les biais qu'on a utilisés ou sur lesquels on va jouer pour inciter tel ou tel comportement. La question de la transparence, mais surtout de la transparence des interventions, c'est-à-dire prévenir les gens qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train d'être fait, qu'on essaye d'orienter certains comportements parce qu'on les juge plus bénéfiques que d'autres pour la société ou pour les individus eux-mêmes. Et la question, je l'ai assez peu abordée, mais c'est vraiment central, c'est la question de l'évaluation. C'est-à-dire que toutes ces actions que j'ai pu vous montrer, il y en a tout un tas d'autres, il y a vraiment le principe de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment mesurer de façon scientifique, de façon rigoureuse, quel est l'impact de ces dispositifs sur les comportements. Donc on va se doter d'outils, on va se doter de moyens. Parfois il faut inventer des nouveaux moyens de mesure parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir mesurer tel ou tel comportement.
comportement, mais c'est vraiment essentiel de mesurer à la fois d'un point de vue comportemental, est-ce qu'effectivement le comportement qu'on veut inciter a bien été augmenté, etc., mais aussi d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire en termes d'expérience, est-ce que j'ai dégradé l'expérience, à quel point ce comportement est accepté ou pas par le public que je vise, etc. Donc ça, c'est vraiment un cadre qui est important aujourd'hui d'avoir en tête sur ce type de dispositif, sur ce type d'action, parce que c'est aussi ce qui permet de garantir une certaine éthique. Et je terminerai juste sur cette diapositive pour vous dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un certain nombre de... En gros, il y a trois grandes dimensions qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les dragons de l'inaction. C'est à la fois la question de la distance psychologique, c'est un petit peu ce que j'évoquais au départ, hein, cette idée que le changement climatique, la transition écologique, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui paraît être très lointain. Il y a la question des émotions. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui génère de l'incertitude et que c'est difficile de prendre des décisions et de changer ses comportements quand on a peur. Et puis la question des représentations, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le changement climatique, quelles sont les conséquences réelles du changement climatique et à quel point je les ressens. Voilà, c'était pour vous donner un aperçu un petit peu de qu'est-ce que sont les sciences comportementales et de comment elles peuvent se concrétiser en actions concrètes. Eh bien, merci beaucoup Simon pour cette intervention passionnante sur un sujet qui est encore un petit peu émergent, en particulier dans le secteur privé. Donc c'est le moment de répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser sur le site. Alors je prends la première question de Christian Marquis, qui est PDG de Comble dans France, avec une question assez générale, c'est comment peut-on faire pour savoir où se situe l'interlocuteur et quel exemple de question à poser pour bien le comprendre? Alors effectivement, sur cette question de la position de l'interlocuteur par rapport à ce que je disais sur justement c'est un peu ces stades de changement, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe un petit peu des modèles de questions qui permettent de dire et d'évaluer où en sont les gens. Donc voilà, en leur demandant par exemple positionnez-vous selon vous en termes de transition écologique, que diriez-vous, et de leur proposer par exemple c'est une question qui m'intéresse mais ça s'arrête là, c'est une question qui m'intéresse et j'aimerais peut-être en faire plus, ou c'est une question qui m'intéresse et j'ai déjà commencé à faire quelques actions mais j'hésite à continuer, voire même on peut aller jusqu'à oui c'est quelque chose, c'est un sujet important pour moi, j'ai déjà fait un certain nombre d'actions et je vais continuer à faire ces actions. Et typiquement une réponse à une question comme ça nous permettra un petit peu déjà de situer, de se dire ok, où en est cette personne, est-ce qu'elle simplement elle se pose la question ou pas, ou est-ce qu'elle a déjà lancé des choses. Et puis après il y a un certain nombre de dimensions aussi qu'on peut évaluer à ce sujet, voilà, en leur demandant un petit peu quelles sont éventuellement les actions qu'ils ont mis en place, comment ils se représentent ce sujet, et du coup en évaluant un petit peu l'importance qu'ils donnent à ce sujet, l'importance qu'ils donnent à la place de ce sujet aussi dans l'entreprise, et comment ils voient éventuellement la mise en place d'actions un peu concrètes à ce sujet dans l'entreprise, qui nous donnera des indications sur la projection en fait dans cette problématique. Si c'est quelqu'un qui dit oui j'ai commencé à me renseigner un peu pour avoir des informations, on pourra se dire ok c'est quelqu'un qui a déjà un petit peu entamé un processus de changement parce qu'il se pose des questions, donc on peut estimer que déjà il n'est pas au premier stade qui est non c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse et je me pose absolument aucune question. Merci beaucoup. Alors une deuxième question d'Aude Wurk, qui est directrice de Zaga Conseil. Je suis totalement convaincu de la spirale vertueuse de la communication positive, mais j'ai quand même le sentiment que l'idée même du changement est un frein en France. Comment lever les freins de manière efficace, car cela fait longtemps que l'on souhaite abandonner une attitude malheureusement répressive pour faire évoluer les comportements sans pour autant avoir de réels résultats. Oui, alors effectivement, c'est vrai que là on a abordé surtout la question d'incitation des comportements, mais en fait il y a la question plus large du changement. Et en fait, les sciences comportementales, là où elles se situent aussi justement, c'est dans cet accompagnement du changement et comment on aide les gens à avancer progressivement vers le changement, à accepter ce changement. Et
l'élément, je pense, qui est le plus important là-dedans, c'est vraiment cet accompagnement et c'est vraiment cette progressivité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aider les gens à se projeter concrètement dans quel va être le changement. Il faut pouvoir leur permettre de visualiser les étapes par lesquelles ils vont passer, les difficultés éventuellement qu'ils vont rencontrer, éventuellement même les moyens qui sont à leur disposition pour passer ces difficultés, réussir à lever ces difficultés. Et donc je pense vraiment que cette question de la progressivité, de l'accompagnement et de vraiment rendre visible en fait le changement, parce qu'il y a parfois, il y a très souvent même des changements qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, on s'y attendait pas, puis d'un seul coup, hop, il y a quelque chose qu'on faisait qu'on ne peut plus faire, ou alors en tout cas, sans dire même qu'on n'a plus le droit de le faire, on essaye en tout cas de nous dire que voilà, c'est toléré, mais il faut éviter. Il est vraiment important du coup d'accompagner ce changement et de permettre aux gens de se projeter assez concrètement dans ce changement. C'est une problématique que rencontrent aujourd'hui un certain nombre d'acteurs autour des sujets comme des zones faibles émissions ou plus récemment il y a par exemple la SNCF Transilien qui a fermé des gares et ils se sont dit d'un seul coup on va mettre des portiques, il faut que les gens valident là où ils validaient pas, comment on fait, et donc très en amont, parfois c'est même 1 voire 2 ans avant, et ben on rend visible ce changement, on prépare le changement, on accompagne les gens dans ce changement. Merci. Alors, je laisse d'autres personnes poser les questions. En attendant, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête finalement à vouloir inciter les gens Est-ce que c'est pas plus efficace d'être plus prescriptif et est-ce qu'on est sûr que le fait de les inciter seulement, ça va être plus efficace que simplement d'obliger les gens à faire quelque chose ? Oui, effectivement, c'est une question qui se pose et c'est une question importante parce que parfois il y a aussi dans ce type de démarche ce sentiment qu'on dit on essaye simplement de laisser le choix aux gens, on essaye de les inciter, mais si c'est un sujet si important que ça, effectivement, pourquoi on ne met pas simplement en place presque de la répression ou pourquoi on ne rend pas tout simplement obligatoire certains gestes ou certains comportements et c'est vraiment une question assez centrale parce que ça arrive dans des démarches qui peuvent être menées justement que ce sujet apparaisse et qu'on nous dise mais attendez, vous nous dites que c'est très important, vous nous demandez un nombre d'efforts assez énorme et pourtant il y a rien qui est fait, il y a peu d'argent qui est mis, il n'y a pas de législation, etc. Je pense qu'il faut vraiment réussir à situer ces démarches au bon endroit. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire ça, de se dire à quel point effectivement les sciences comportementales sont adaptées à une certaine problématique, sont adaptées à certains comportements. Et en fait, parfois on en arrive à la conclusion que c'est pas ce qu'il faut faire, que c'est pas l'approche qui est nécessaire. Et c'est vrai que ça me permet d'aborder un sujet important, c'est que les sciences comportementales, c'est pas non plus une recette miracle et que tous les sujets ne seront pas traités avec les sciences comportementales et qu'effectivement, il y a parfois certains comportements qu'il va falloir peut-être rendre un peu plus contraints ou un peu plus obligatoires. Et c'est là où ça fait un peu le lien avec ce que je disais juste avant, c'est là où du coup la question de l'accompagnement de ce changement va être importante et de l'accompagnement vraiment de rendre acceptables ces règles et de les faire comprendre et d'aider les gens à se dire d'accord, c'est parce que c'est un sujet important donc il va falloir que je change mes habitudes et du coup de les aider à changer vraiment ces habitudes. Mais ça va vraiment dépendre des sujets et il faut vraiment se poser la question effectivement à un moment donné de quel est l'objectif un peu final, dans quel délai je veux l'atteindre et à quel point les personnes sont capables elles-mêmes de changer simplement avec des petites incitations ou en essayant de les convaincre. Merci. Alors une autre question, il y a d'autres outils que la gamification, très visible dans vos exemples, d'une action pour faire changer un comportement ? Alors oui, effectivement, là, c'est vrai que sur des exemples comme ça, c'était souvent la question de la gamification qui arrive. Les sciences comportementales, vous avez vu, c'est tout un tas de disciplines, ça regroupe les neurosciences, sciences cognitives, etc. Donc il y a un certain nombre d'outils, et surtout il y a un certain nombre de leviers en fait qui sont à notre disposition. Tout à l'heure, j'ai rapidement parlé par exemple de la question de la norme, ce qu'on appelle la norme sociale, donc c'est-à-dire vraiment le comportement des autres. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions et de dispositifs qui jouent là-dessus. C'est l'exemple plus simple et que vous connaissez très certainement, c'est par exemple la déclaration d'impôt en ligne, où ils sont arrivés à écrire 10 millions de personnes ont déjà déclaré en ligne à votre tour. Donc là, on joue vraiment, par exemple, sur des questions de normes. Et puis, il y a tous les autres leviers. On pourrait en faire. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, vous pouvez chercher. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le codex des biais cognitifs. Donc, c'est un codex qui recense les plus de 250 biais cognitifs qu'on connaît.
c'est presque autant de biais qu'on peut utiliser dans des actions, qu'on peut du coup utiliser de façon assez concrète pour transformer des comportements. Il y a les exemples aussi que je vous montrais sur cette idée de rapprocher les conséquences. Du coup, on n'est pas forcément sur de la gamification, hein, on est vraiment sur cette idée de rendre visible quelque chose qui aujourd'hui n'est pas visible pour les gens. C'est aussi vrai par exemple avec des comportements à risque, ou en tout cas avec des comportements qui peuvent générer des risques. C'est par exemple comment on rend visible ce risque, comment on alerte les gens sur le fait qu'attention, je dis n'importe quoi, vous jetez vos déchets par terre. Attention, ça peut créer des chutes, il peut y avoir des conséquences négatives, et c'est souvent quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête et qu'on peut venir vraiment rendre visible en alertant les gens, en leur disant voilà, là il se passe quelque chose, arrêtez-vous. Prenez une décision, prenez de l'information et rendez-vous compte de ce que vous faites. Donc il y a vraiment un grand nombre de leviers et d'outils qui sont à notre disposition, et les dispositifs en général, et là c'est vrai que je vous ai un peu axé en particulier sur la question de la gamification, mais en fait il y a tout un tas d'autres leviers aussi, hein. Si je reprends l'exemple du cendrier que je vous ai montré, effectivement le principal argument c'est cette question un peu ludique de je vote, mais en fait par exemple en France ça a été reproduit, et au lieu de faire des cendriers jaunes hyper visibles, ils ont fait des cendriers gris qu'ils ont mis dans un coin. Et ils n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la principale raison, c'est qu'il y a d'autres leviers. Il y avait par exemple le levier de la science, c'est-à-dire vraiment le rendre visible dans l'environnement, que ça saute aux yeux des gens qu'il y a ce cendrier qui est là. Et typiquement, si on enlève en fait cet ingrédient-là de ce dispositif, et ben en fait, on perd totalement l'impact du dispositif, parce que c'est un ingrédient tout aussi important que celui de la ludification. Merci beaucoup. Alors du coup, l'entreprise est-elle pour vous le lieu d'apprentissage le plus efficace pour mettre en place des incitations et les valoriser avec l'aspect ludique qui en découle pour l'interne et la gratification collective? Alors c'est un lieu effectivement qui est utile, et c'est un lieu qui peut justement amener à enclencher des premiers comportements et à faire prendre petit à petit de nouvelles habitudes, et à aider justement dans un contexte autre que chez soi aussi, où on a des habitudes par exemple très cadrées, voire dans certains contextes où c'est très compliqué de changer des habitudes, hein. Si on prend des exemples de gare ou autres, les gens sont pressés et tout ça. Donc c'est vrai que l'entreprise est un lieu vraiment intéressant pour ça. C'est un lieu où aussi du coup on peut imaginer qu'à force de déployer des actions, du coup d'ancrer ses habitudes, que ça puisse commencer aussi à se diffuser dans d'autres contextes. C'est ce qu'on appelle le spillover, hein, c'est-à-dire je commence à faire un certain comportement par exemple sur la question du tri des déchets, comme je commence à le conscientiser, je vais commencer aussi peut-être à le faire chez moi, et puis voir du coup je vais commencer à me poser la question de ma consommation de l'eau. Donc potentiellement je sais pas, quand je vais aller faire de la vaisselle au bureau, je vais faire attention à consommer moins d'eau, et du coup je vais me dire tiens, du coup maintenant que je fais tout ça, faut peut-être que j'éteigne les lumières, donc je vais aussi faire attention aux lumières, etc. Donc c'est vraiment par petites touches, et je pense qu'en entreprise le levier gratification collective est vraiment intéressant, c'est-à-dire de jouer sur ce côté collectif. Tout à l'heure j'évoquais la norme, mais il y a aussi effectivement cette idée d'atteindre des buts ensemble, d'avancer ensemble, et que presque entre guillemets les coûts soient partagés par chacun, et que moi je fais un petit effort, mais mon collègue d'à côté fait aussi un petit effort, et que du coup tous ensemble, le petit effort qui paraît avoir un impact limité a en fait un impact beaucoup plus fort, parce qu'on s'y met tous, et qu'il y a cet esprit aussi un petit peu d'équipe et de solidarité qui peut être peut-être sur lequel on peut plus facilement jouer en entreprise. Merci. Alors en t'écoutant, j'avais quand même une petite gêne, parce que j'avais l'impression que ça pourrait s'assimiler à un peu de la manipulation, toutes ces techniques de nudge. Je sais que ça a été utilisé par des politiciens, les responsables de marketing s'y intéressent beaucoup pour vendre. Et est-ce que ça peut pas être utilisé aussi à des mauvaises fins? Enfin, où est la limite de tout ça? Et est-ce que c'est pas finalement une autre manière de manipuler les gens, tout ça, sous couvert scientifique? C'est vrai que c'est une question importante, et c'est une question intéressante, parce que on a l'impression effectivement avec ce type de discipline et les approches et les dispositifs que j'ai pu vous montrer que presque on manipule, parce qu'en fait on prévient pas forcément les gens, on va transformer l'environnement de façon un peu discrète, et du coup on va avoir des nouveaux comportements. Donc effectivement, où se situe la limite? Qu'est-ce qu'on se permet de faire ou pas? Quel comportement on se permet d'inciter ou pas? Et c'est là où je pense que d'une part le cadre éthique que j'ai pu vous présenter est vraiment important, c'est-à-dire que c'est aussi vraiment l'idée de se poser les bonnes questions, de communiquer de la bonne façon, d'informer les gens aussi sur ce
qui est en train de se passer, sur quels sont les leviers qu'on mobilise, sur quoi on joue, pour leur permettre aussi, au-delà du comportement, de presque de les sensibiliser, de conscientiser ce qu'ils sont en train de faire d'une part. Et puis je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question de à qui va profiter cette action, quels sont les bénéfices qu'on recherche dans cette action, et ça je pense que c'est vraiment important. Et plusieurs fois je l'ai évoqué, mais un petit peu rapidement, mais sur cette idée que aujourd'hui ces actions, l'idée qu'il faut avoir, c'est le bienfait un peu collectif ou individuel. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est simplement pour gagner plus d'argent, vendre plus de yaourts, vendre mes Kinder Bueno parce qu'ils sont posés au bon endroit, etc. Ou est-ce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, la transition écologique, en fait, on se dit que c'est un sujet important, on se dit que c'est un sujet qui mérite d'être traité et qui va être bénéfique pour tout le monde, et auquel cas, du coup, effectivement, parfois ça peut s'apparenter un peu de la manipulation, mais si on respecte à la fois le cadre éthique et qu'on poursuit des objectifs qui sont vertueux, après il reste à déterminer qui décide que ces objectifs sont vertueux ou pas, mais je pense qu'aujourd'hui la question de la transition écologique, il n'y a plus de débat sur est-ce que c'est vertueux ou pas, mais voilà, je pense que si on respecte déjà ces deux orientations, ça pose un cadre qui permet d'éviter un certain nombre de dérives, dont effectivement par exemple le marketing a pu s'emparer déjà depuis de nombreuses années dans un certain nombre d'actions et dans un certain nombre de lieux. Merci. Alors une question, une réponse très rapide peut-être. Comment faire pour aller plus loin? Y a-t-il des groupes de réflexion que l'on peut rejoindre? Oui, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui en France qui se développent. Je vous invite notamment, par exemple, à aller sur le site de la direction interministérielle de la transformation publique, où ils mettent un certain nombre de ressources à disposition et un certain nombre à la fois d'outils et de documentation qui déjà permettent d'aller un petit peu un cran plus loin à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup Simon. Je vous rappelle aussi que vous avez des ressources, plus de 400 formations en ligne disponibles gratuitement sur bpifrance-université.fr. Et que vous pouvez y trouver notamment un webinaire en replay de Nicolas Fiolaine, avec qui tu travailles au sein du cabinet ANF Études, et qui porte sur incertitude et décision. Donc si toute la question, notamment des biais cognitifs, vous intéresse. Voilà, à bientôt, au revoir.